Je pensais vraiment que j'étais irremplaçable. Voilà. On est nombreux à le penser. Hein. Oui, mais moi je le pensais vraiment. Parce que vraiment, j'étais tellement le bon petit soldat qui ramenait le chiffre, qui faisait l'objectif, souriait. Le sujet, la cible de ta vanne, c'est toujours quelqu'un de plus gros que toi. Tu t'attaques pas aux plus petits, tu t'attaques pas aux plus vulnérables. Attaque-toi au gouvernement, attaque-toi à une structure, attaque-toi à une entreprise. Mais ne va pas attaquer une assistante, ne va pas attaquer... Une personne qui peut être en situation de vulnérabilité. Voilà, la génération Z, juste... ils ouvrent leur gueule, donc on les entend plus fort. Parce que nous, on n'a rien dit parce qu'on voulait garder notre CDI, mais ils s'en foutent du CDI parce qu'ils n'en veulent pas forcément. Ces gens dans le métro, tu souris, les gens te sourient. Et les gens se détendent et ils se détachent de leur écran. Et puis t'as plein de gens qui te sourient autour de toi et ça illumine la journée. Hier, j'ai accompagné une toute jeune équipe à poser les jalons de leur fonctionnement collectif. Et lorsque nous avons réfléchi ensemble à ce que chacun souhaitait vivre, une jeune collaboratrice a répondu « pouvoir rigoler parce que c'est essentiel de rire au travail ». Je dois dire que j'étais d'accord avec elle à 300%, même si l'humour est trop souvent sous-estimé en entreprise. Bienvenue dans L'Impertinente, le podcast qui explore les transformations du monde du travail, une vérité à la fois, parfois dérangeante, souvent éclairante et toujours nécessaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un ingrédient essentiel de mes conférences en entreprise qui traitent pourtant de sujets très sérieux. Cet ingrédient, c'est l'humour. L'humour au travail. Peut-on rire au travail? Rire du travail? Peut-on rire de tout et avec quel impact? Le rire peut-il être un levier de changement dans l'entreprise, un outil pour le manager? L'humour peut-il contribuer à sortir des sujets sensibles du tabou? Bref, est-il pertinent ou impertinent de faire de l'humour en entreprise? Pour répondre à ces questions, j'ai le grand bonheur de recevoir Elvire, la reine des DRH toxiques. Ah non, pardon, c'est bien la fabuleuse queen de l'humour corporate Adeline Pérez que j'ai le plaisir d'accueillir sur L'Impertinente. Adeline, bonjour, je suis trop contente de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, il faut que vous sachiez pour la petite histoire qu'avec Adeline, on a eu le plaisir déjà de tourner 2 petites vidéos humoristiques. Hein, et depuis, on est en lien. Puis de temps en temps, on s'entraide, on échange en expertes de générations différentes. Alors, vous connaissez peut-être Adeline sous le nom du surnom, enfin, un amour de chef. Adeline est créatrice de contenu, influenceuse suivie sur tous les réseaux par plus de 300 000 abonnés, si je ne me trompe pas. Tu mets en scène avec humour les absurdités de notre monde de l'entreprise. Puis derrière les punchlines, il y a du vécu, une quinzaine d'années en entreprise, une vraie envie de faire évoluer les pratiques. T'as même publié un super bouquin que je recommande vraiment à tout le monde, hein, qui est génial, qui s'appelle Manager toxique mode d'emploi, qui est une super boîte à outils pour survivre ou encore mieux transformer les environnements toxiques, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors Adeline, tu fais plein de choses différentes. Moi, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu te définis quand on te demande aujourd'hui quel est ton métier? J'aurais dû bosser l'elevator pitch là. En fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me demande, j'ai un petit temps d'arrêt comme ça et je dis, si je dis créatrice de contenu, tu sais, il y a tous les stéréotypes qui viennent avec et en même temps, c'est ce que je suis, créatrice de contenu, humoriste. Et après, je suis là, non, mais j'avais un vrai travail avant. C'est encore les métiers qui sont pas trop acceptés dans le milieu de l'entreprise. C'est un peu, ah oui, c'est... Tu t'amuses, quoi, en fait. Ouais, c'est sympa la vie, mais je bosse encore plus en tant que créatrice de contenu qu'avant. Bien sûr. En termes d'horaire et tout. Donc, je dirais créatrice de contenu humoristique sur le monde du travail. Et en fait, qu'est-ce qui a été ton premier choc finalement dans le monde du travail et qui peut-être t'a amené à ce métier de créatrice de contenu sur le monde du travail? Le premier choc, je pensais vraiment que j'étais irremplaçable. Oui. Voilà. On est nombreux à le penser. Hein. Oui, mais moi je le pensais vraiment. Parce que vraiment, j'étais tellement le bon petit soldat qui ramenait le chiffre, qui faisait l'objectif, je souriais. Tu vois, je disais, je suis intouchable en fait. Tu faisais du marketing, c'est ça? Oui, exactement, marketing produit. Et en fait, non, quand il y a des réorganisations, quand il y a des licenciements, quand il y a des... c'est comme ça, c'est le jeu des entreprises. Et c'est là où, pour moi, ça a été la vérité la plus dure voilà, c'est bye. Finalement, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, comme on dit. Ouais, et ça, tu l'entends. Et les entreprises aussi. Et quand tu le vis, c'est un autre délire. Donc, ça, c'est le point marquant.
Et c'est vrai que finalement, c'est une des leçons. Enfin, moi, tu vois, après 35 ans de parcours professionnel, s'il y a bien une leçon que j'ai retenue, et c'est vraiment valable pour tous les postes, même en direction générale, hein, c'est qu'un CDI n'est jamais un contrat à durée indéterminée en réalité. Tu es toujours plus ou moins sur un fauteuil éjectable. Et je peux te dire qu'en plus, plus tu montes dans la hiérarchie, et plus le fauteuil, le bouton, il est facile à trouver, tu vois, et plus tu peux être éjecté très vite, même si tu as des résultats, même si tout se passe bien. Donc finalement, c'est vrai que c'est une belle première leçon. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de transformer ton vécu dans l'entreprise, en fait, en contenu? Pas forcément, ça a été un déclic, mais j'avais toujours cette envie, moi déjà, même en entreprise, faire des blagues, rajouter de l'humour dans mes présentations. J'en avais besoin parce que je trouvais ça chiant en fait. Il y a vraiment, je pourrais plus aujourd'hui rester dans des réunions pendant 1 heure, 2 heures. Je sais pas comment je faisais avant. Maintenant, je pourrais plus. Donc j'avais déjà toutes ces absurdités que je notais, mais quand tu es en contexte d'entreprise, dans cette structure, que tu as un poste et la carte politique à jouer, tu peux pas utiliser l'humour comme je l'utilise maintenant. Donc j'ai cette liberté de ne plus être sous une entreprise, de pouvoir dire ce que je pense. De porter ta voix. Ah oui, alors ça résonne aussi, en fait, parce que tu vois, moi, j'ai été pendant des années en direction générale, en représentation d'organisation. Donc, c'est sûr, c'est ce que j'appelle ça le devoir de réserve. Hein. On ne peut pas tout se permettre. Alors que quand on a sa propre activité, finalement, on va pouvoir porter sa propre voix. Mais c'est comme ça que l'impertinente est née, en fait. Tu vois, c'était vraiment cette idée de pouvoir dire des choses, même un peu tabou. On a la liberté. Donc, toutes les deux, là, oh là là, attention, accrochez-vous, hein, restez connectés, là, parce que toutes les deux, on a cette liberté de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Moi, j'avais quand même une question pour toi. Ça fait quoi quand même d'avoir 300 000 fans sur les réseaux sociaux? Ça fait... Je sais pas, c'est bizarre parce que moi, je tourne depuis quand même beaucoup chez moi. J'habite en Espagne, donc si tu veux, voilà, il n'y a pas trop de... Mais c'est vrai que quand je viens en France et qu'on échange, je sais pas, dans la rue ou dans un café ou même dans le métro, les gens vont venir me parler. Et là, tu prends conscience que c'est réel, que les gens regardent tes vidéos. Tu touches des vrais gens. Que tu touches des vrais gens et que tu les fais sourire. Et puis souvent, les retours, souvent par DM, où ils vont venir et dire, bah, voilà ce qui se passe dans ma vie. Bah, j'ai vu ta vidéo, ça m'a fait rire, voilà, merci. Il y a des gens qui prennent le temps de l'écrire. Je trouve ça génial. Ouais, super. Et est-ce que y a quelque chose que tes proches et tes fans ne savent pas encore de toi et que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Tu veux un scoop? Bah, j'aimerais bien quand même, c'est l'impertinente. Hein. Ok. Monsieur Charnot, donc mon chat, est en fait une chatte. Non. Il s'appelle pas du tout tu Monsieur sais Charnot. Tu sais que tu vas décevoir beaucoup de monde là. Voilà. Oh là là, bon, t'as pris un vrai risque, hein. Merci de le prendre ici. Et elle n'est pas rémunérée non plus pour toutes ses participations dans mes vidéos. Je suis même désolée. en petite pâtée délicieuse de temps en temps. C'est son quotidien. Eh bien, je peux te dire que Sam, la mascotte de mon entreprise, hein, qui est un petit bichon, lui, il est très bien rémunéré quand il nous accompagne chez les clients. Hein. N'en parle pas à mon chat. Bon, d'accord, on lui dira rien alors, hein, vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie professionnelle qui t'a particulièrement transformé, vraiment profondément transformé, et qui du coup aussi t'a amené à passer à l'acte? Tu disais que tu avais envie déjà avant quand tu étais en entreprise, mais qu'est-ce qui a pu se passer qui t'a amené à ça? Ah, qui m'a transformée pour arriver à cette peut-être, transition. Oui, ou qui t'a en tout cas transformé toi en tant que professionnel, en tant que... Alors, ce qui m'a transformée, c'est vraiment déjà la réorganisation et me rendre compte que malgré tous mes efforts, voilà. Il n'y avait pas forcément cette reconnaissance-là. Comme ils disent, business is business. C'est vrai, mais quand tu t'investis dans une boîte, tu mets des années, tu mets ton cœur, voilà, il y a toujours un peu d'émotionnel. Mais ce qui m'a vraiment transformée en entreprise, c'est après avoir eu beaucoup de managers toxiques ou, bon bref, avec qui ça ne fitait pas, de tomber sur une manager bienveillante. Parce que quand ça m'est arrivé, j'y croyais pas. Je me disais, elle est gentille, c'est louche. Et en fait, j'attendais le coup de couteau dans le dos parce que je me dis, j'ai jamais vu de manager bienveillant en entreprise, donc il y a forcément un intérêt, il y a forcément... Alors que ça fait maintenant 15 ans que je connais cette manager qui est devenue une amie.
j'attends toujours le coup de couteau dans le dos, tu vois. Je sais pas quand elle va le faire. Elle a toujours pas fait. Ça va pas tarder. Bon, dépêche-toi quand même. Oui. Comment s'appelle-t-elle? Clara. Bon, Clara, dépêche-toi, parce que ça fait 15 ans qu'Adeline attend. Voilà, ce serait bien que tu montres ton vrai visage. Et en fait, de me rendre compte qu'on pouvait être un manager très performant avec une belle carrière et quand même prendre soin de l'humain et de ses équipes. Et il y en a beaucoup, parce qu'après, en écrivant le livre, j'en ai rencontré des managers comme ça. Rassures. Et ça fait du bien. Et tu me rassures, parce que c'est assez terrifiant quand même, ce que tu dis, parce que finalement, ça voudrait dire que l'exception, effectivement, à la règle, ce serait la bienveillance dans le management, et non pas la toxicité, et que on a tellement on en voit tellement peu qu'on a du mal à y croire. Alors, j'imagine que c'est un petit peu pour ça que tu as écrit ce super livre sur les managers toxiques. Oui, aussi, c'était genre vraiment une autothérapie, parce que pour avoir été dans des situations comme ça et pas avoir su le gérer, quelque part, je me suis dit, mince, est-ce qu'au final, c'était moi la personne toxique? Est-ce que j'étais une victime? Est-ce que j'avais raison? Est-ce que j'avais pas raison? Et le fait d'écrire le livre, tu vois, quelque part, je suis allée réparer mes blessures en allant poser la question à tout plein de managers, de RH, d'avocats, pour me rendre compte de ce qui était normal ou pas, parce que je pense qu'on est dans des situations comme ça, l'irrationnel devient normal. On ne sait plus, en fait. On a perdu les repères. Oui, je te rejoins complètement. Je l'ai vécu aussi, forcément, en 30 ans et quelques de carrière. Forcément, j'en ai eu quelques-uns, des managers toxiques, comme on pourrait dire. En tout cas, des personnalités difficiles, on va dire, pour ne pas parler de pervers narcissiques. Et c'est vrai que ce que j'avais trouvé terrible avec le recul et avec l'analyse aussi qu'on fait a posteriori, parce que quand on est dedans, on se rend finalement plus très compte, effectivement, de ce qui est acceptable ou inacceptable. C'est qu'en fait, en réalité, on entre un peu un peu comme un hamster dans sa roue, finalement. On est dedans et on ne se rend plus compte. Et moi, je me souviens notamment d'une fois où ça m'est arrivé, où c'est une de mes collaboratrices les plus proches, une membre de mon comité de direction, qui est venue me voir, parce que moi, c'était des présidents, en fait. J'étais en direction générale, et puis donc je travaillais avec des présidents, et donc mon hiérarchique, c'était des présidents. Et en fait, un jour, une de mes collaboratrices est venue me voir et m'a dit, mais tu sais, Frédéric, on ne te reconnaît plus. Et en fait, je n'étais plus moi-même. Parce qu'on perd l'estime de soi, on perd la confiance en soi, et finalement, on ne se rend même pas compte que c'est pas normal. C'est ça, c'est ce que tu as vécu. Alors, dans ton livre, justement, tu donnes pas mal de conseils. Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, à l'époque où ça t'est arrivé avec des managers, on va dire, qui n'avaient pas été bien formés, accompagnés, en réalité, parce que souvent, c'est quand même ça le sujet. Qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être entendre et où est-ce que tu as, quels conseils, en fait, tu pourrais donner aujourd'hui à nos auditeurs, soit qui sont managers et qui ont bien des difficultés aussi, parce qu'il faut pas oublier que c'est très difficile de manager et que je trouve que la complexité du management, elle grandit avec les transformations auxquelles on fait face, ou alors aussi peut-être à des salariés qui rencontrent des difficultés aujourd'hui avec leur manager. Est-ce que tu as des conseils, des recos à partager? Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir à l'époque où ça t'est arrivé surtout? Donc, je prends mon cas, et encore une fois, c'est ma personnalité. Bien sûr. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très... sur le disque, j'ai une grosse part de verre dans le sens où j'ai besoin que ça se passe bien avec mon manager, j'ai besoin de tout cet enrobage que certains managers ne donnent pas. Et ce que je pense que j'aurais aimé savoir, c'est que je peux aussi reprendre le lead sur certaines choses. Je peux, s'il y a un problème, je peux aller en parler à mon manager plutôt que me mettre en posture de victime et je vais laisser le manager gérer parce que c'est lui le boss. S'il me dit que je suis nulle, c'est qu'il a raison. S'il me dit rien, je fais rien. Tu vois, reprendre un petit peu de l'autonomie dans le... tu peux aller en parler, t'es pas obligé de parler qu'à ton manager, tu peux parler à d'autres managers, tu peux créer ton réseau. Tu vois, un peu... J'avais l'impression qu'une fois qu'on te met dans un rôle d'exécutant, il y a comme un cadre invisible qui se met autour de toi et t'oses plus trop... Si on t'a pas donné moi, si on m'avait pas donné l'autorisation de faire quelque chose, je le faisais pas. Et ça, je trouve ça dommage de pas m'être autorisée. Je savais pas, en fait. Maintenant, je sais le conseil que je me donnerais. Et de pas me victimiser. Si t'as un problème... va en parler. Gère l'émotionnel avant d'aller en parler, parce que sinon, tu arrives dans le bureau et tu pleures comme ça, et il n'y a rien qui va. Et c'est pas très productif. Voilà, c'est ça, constructif. C'est le conseil que je me donnerais à moi, encore une fois, parce qu'il y a plein de personnalités différentes. Et juste pour les managers, pour avoir échangé avec beaucoup de managers,
c'est un métier hyper dur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui veut manager. Tellement, en fait, tu t'en prends de partout, quoi. Ça vient de la direction, ça vient des équipes. Et c'est de prendre soin d'eux aussi, en fait, parce qu'il y en a plein qui veulent bien faire, qui essayent de gérer les multipersonnalités dans leur équipe, qui ont aussi des salariés toxiques, il faut le dire. Moi, j'ai peut-être été toxique aussi. On est tous un peu toxiques. À un moment, oui. Voilà. Et qui essayent de gérer comme ils peuvent, avec, comme tu disais, au plus tu montes, au moins tu as de soutien aussi, qui ne savent pas trop vers qui se tourner, donc de prendre soin d'eux, d'avoir des psys, d'avoir des coachs, je sais pas, d'être soutenu aussi, parce que c'est pas si simple. Et je suis tellement d'accord avec toi. En fait, moi, ce que je vois j'accompagne et je forme pas mal de managers et je fais pas mal de coaching aussi de dirigeants aujourd'hui. Et en fait, le soin de soi, pour moi, c'est vraiment le préalable. Et pour prendre soin de soi, il faut aussi travailler sur soi, en fait. Il faut se connaître. Et c'est vrai que le management, c'est un métier, c'est un gros problème qu'on a dans notre pays. On le sait. À peine la moitié des managers sont formés au management. Et encore, quand on dit formé au management, si c'est envoyer la personne 2 jours en formation avec un formateur professionnel qui a jamais managé de sa vie et qui va te dire fais du feedback, c'est pas être formé. Donc on a vraiment besoin que nos managers soient accompagnés sur la durée, effectivement, et qu'ils puissent aussi travailler sur eux, parce qu'il me semble que le management, moi j'en ai fait ça fait 35 ans que je manage, c'est d'abord en fait se sentir bien soi. Sinon, tu ne peux pas en fait faire du bien entre guillemets à tes équipes et emmener les gens avec toi si toi-même t'es pas au clair en fait avec tes propres besoins et la manière dont tu vas répondre à ces besoins-là. Et donner de la confiance, il faut déjà avoir confiance en soi. Donner de la responsabilité, il faut être capable de le faire. Lâcher prise, etc. sur le contrôle. Enfin, c'est plein de sujets très concrets qui vont vraiment taper finalement sur toi. Et c'est pour ça aussi que je pense que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus envie d'être manager parce que, 1, c'est difficile, comme tu disais, on est pris en sandwich. 2, il y a vraiment ce travail sur soi qui est nécessaire, impératif. Et puis 3, aujourd'hui, on a tellement de transformations à gérer dans les entreprises, en plus qu'il faut vraiment être au four et au moulin et donc prendre ce recul. Alors, il y a aussi... on a aussi donc Elvire, la fameuse DRH toxique du 440, d'un amour de chef. Alors déjà, j'ai quand même une question pour toi. Je me suis posé la question, mais pourquoi elle est DRH? Pourquoi c'est pas une marketeuse, puisque toi, tu étais marketeuse? C'est à cause des DRH, finalement, tous ces problèmes qu'on a au travail? Non, je pense que les DRH sont... On va pas se faire des copines. La plupart du temps, ce sont juste les messagers de la direction. Et du coup, c'est eux qui prennent tout. Et la plupart du temps, ils ne sont pas forcément d'accord avec les décisions, donc ils doivent expliquer. Et voilà. Et comme c'est eux qui sont au front de l'entreprise, qui recrutent, qui doivent laisser partir les gens, c'est une profession très mal aimée. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce personnage d'Elvire, parce que j'avais des balles à envoyer au RH, parce que j'étais énervée contre les RH. C'est vrai. Ah oui, c'était vraiment ça en fait. Au début, c'était vraiment pour envoyer les RH, messages. parce que j'en avais pas rencontré de bonnes RH. Maintenant, j'en ai rencontré, donc j'ai évolué sur ce point-là. Mais Elvire n'est pas devenue marketeuse pour autant. Elvire n'est pas marketeuse. Elvire est une RH, c'est la plus toxique. Et elle restera toxique parce que c'est le personnage toxique, mais c'est une représentation. Justement, et les RH ont énormément d'humour. J'ai une grosse communauté de RH et ça me fait plaisir parce que le curseur est poussé tellement loin avec Elvire. Bien sûr. Je pense que personne n'est comme Elvire. Nous l'espérons tous. J'espère. Mais c'est une représentation. Et après, c'est un personnage, je ne suis pas RH. Donc j'ai parlé avec énormément de RH pour perfectionner Elvire et pour comprendre aussi, genre, pourquoi vous faites ça en fait? Et c'est là où tu as l'envers du décor de personnes qui ont ça risque d'en faire rire beaucoup, mais qui ont choisi ce métier pour l'humain en fait. Oui, bien sûr. Et qui se retrouvent dans des machines, des entreprises où elles n'ont pas de moyens, un peu de marge de manœuvre, elles voient ce qui se passe, elles peuvent rien faire, elles aussi elles ont un CDI, elles sont obligées de représenter la direction. C'est horrible en fait, elles sont obligées de faire tellement de choses et tout leur retombe dessus à la fin, donc finalement... J'ai beaucoup d'empathie pour les RH aujourd'hui parce que c'est la profession la plus détestée, je pense. Il me semble avoir lu quelque part. Oh, les pauvres. Mais bon, Elvire restera toxique. Mais j'essaye de faire passer de temps en temps des idées pour aussi aider les RH qui souffrent. Tu touches des milliers de personnes quand même. Donc, est-ce que tu te sens quelque part quand même investi d'une certaine mission par rapport au RH, par rapport à l'évolution du management dans les entreprises ? C'est vrai que ça m'arrive que certaines entreprises ou RH viennent me raconter ou me disent c'est vrai qu'on a vu cette vidéo sur la génération Z, on a compris et on a ajusté telle ou telle mesure. Donc, parce qu'en fait, les vidéos vont servir de
démarrage de discussion. Mhm. Tu vois, au lunch, il y a mes vidéos qui sortent et puis ils se les montrent. Ils disent, ah tiens, c'est marrant. Il y en a qui m'ont dit, on a plus compris nos stagiaires ou nos alternants de la génération Z parce que tu l'as mis dans ta vidéo. Et du coup, c'est ça qu'ils pensent en fait. C'est pas juste de l'arrogance, c'est... Et ça a permis de débloquer quelques situations, de démarrer des conversations. Et je trouve ça génial que ça ait ce pouvoir-là. Et c'est vrai que maintenant, je fais plus attention à ce que je vais dire comme message parce que derrière, je sais que ça peut générer tu vas avoir de un impact. l'animosité, soit envers la génération Z, soit envers les RH. Donc, je suis toujours en train d'essayer de... Je réfléchis beaucoup avant de sortir une vidéo. Oui, tu as envie quand même que les gens comprennent des choses, que les DRH comprennent des choses, ou que les managers comprennent quelque chose. Ça, c'est mon but en général, mais c'est juste que je veux éviter de blesser les gens qui n'ont pas mérité ça. Il y en a... voilà, l'humour est fait pour ça, pour dénoncer. Mais des fois, ça me ferait vraiment mal au cœur d'avoir pourri la journée de quelqu'un qui a pas mérité ça, quoi. Oui, parce que ça pourrait résonner aussi parfois, ça doit rebondir un petit peu quand même sur les gens. Et c'est vrai que ce côté, sur le volet, comme tu disais, le métier d'RH est particulièrement complexe parce que c'est un métier qui est à la fois hyper technique, juridique, technique, et un métier humain. Et c'est vrai qu'on a longtemps privilégié, faut pas se le cacher, le volet de la technicité. Et dans les entreprises, ils en ont besoin aussi. Il y a énormément de réglementation, etc. Et malheureusement, parfois, ça va fermer le côté humain. Tu vois, moi, j'ai coutume de dire que quand j'étais en direction générale, mon numéro 2, c'était mon DRH. C'était pas mon DAF. Alors, ça se dit pas trop en général. On a plutôt le DAF à côté de soi, les chiffres. Mais bon, comme je dis toujours, les chiffres, si tu sais gérer Excel, c'est bon. Alors que l'humain, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et c'est là où, effectivement, du coup, les DRH sont parfois en situation, j'imagine, et je l'ai vécu, pas facile du tout, parce que les process, les contraintes légales, réglementaires, juridiques, la direction générale, les objectifs, et puis les équipes aussi qui peuvent avoir des envies, des besoins, des exigences très fortes. Et donc, il faut gérer tout ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est des numéros 2, parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui soient aussi capables de faire de la stratégie d'entreprise, que de l'accompagnement humain, que de sécuriser des process RH qui sont nécessaires en fait. Et tu verras dans d'autres épisodes, j'ai la chance de recevoir des DRH très impliqués, très innovants, très impliqués dans ces transformations aussi humaines de l'entreprise. Et c'est assez génial. L'humour et le travail, c'était un petit peu quand même notre sujet du jour finalement. À ton avis, pourquoi l'humour fonctionne si bien pour parler du travail ? Est-ce que, parce que tu vois, bon, c'est vrai que tu caricatures un peu tout le monde, on en prend quand même un peu tous pour notre grade, les générations, les RH, les managers. Tu disais tout à l'heure, t'aimerais pas qu'il y ait des gens qui qui en souffrent quelque part, qui subissent ça. Est-ce que tu as déjà eu des retours de personnes, tu vois, qui se sentaient visées et qui n'ont pas forcément apprécié tu vois, est-ce que cet humour, finalement, il fonctionne si bien que ça, ou est-ce que c'est parce que tu es sur les réseaux sociaux que tout passe et qu'on peut tout se permettre ? Alors non, on peut pas tout se permettre sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il y en a qui se privent pas trop. Ouais, les bad buzz, bon, après chacun son approche. Il y en a Bien qui sont beaucoup plus militants, beaucoup plus cash que moi. Moi, c'est pas mon approche. Moi, c'est l'humour en subtilité, voilà. Et j'essaie quand même de faire passer les messages. Et quand les personnes se reconnaissent dans un personnage, le but, c'est de montrer aussi l'autre ce que le côté opposé va penser et les faire réfléchir. Donc peut-être ils vont rigoler en regardant la vidéo. En fait, ils se sont reconnus. Et du coup, il y a peut-être une petite graine, tu vois, de bon, j'ai peut-être été un peu injuste envers telle personne, ou j'ai peut-être un peu jugé trop rapidement telle personne. C'est ça aussi mon but. Et l'humour aide à faire ça, parce que si t'expliques juste... Attends, il faudrait que je te prenne un exemple... Attends, j'ai pas... Oui. Par exemple, il y avait une manager qui m'avait dit qu'elle ne supportait pas que les plus jeunes dans son équipe soient sur leur téléphone en réunion. Elle ne supportait pas. Donc, moi, je suis assez proche de ma communauté de génération Z. Donc, je suis allée leur demander, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de cet exemple ? Et là, ils m'ont dit, la personne est peut-être sur son téléphone en train de prendre des notes. Et c'est vrai que nous, prendre des notes, c'est visuellement, c'est une personne avec un stylo et un papier.
quelqu'un sur son téléphone, il prend pas de notes. Alors moi, si. Mais bon, je dis toujours que je suis Gen Z depuis 30 ans. C'est peut-être pour ça. Mais toi, tu as explosé toutes les cases générationnelles grâce à ton livre déjà et puis grâce à qui tu es. Donc, Moi, j'avoue que je suis... D'ailleurs, c'est gênant parce que j'ai tendance à être très vite sur mon téléphone en réunion parce qu'effectivement, je prends mes notes sur mon téléphone. Ouais. Et en fait, quand on voit quelqu'un, on va tout de suite on n'a se pas dire, forcément le réflexe, t'as raison, de il penser que écoute c'est ça qu'il est en pas, train de il faire. est sur les Oui, c'est réseaux, vrai. il fait autre Ouais. chose. Ouais. Et peut-être la personne, elle prend des notes. Ouais. Donc, tu vois, juste un truc comme ça, Ouais. même moi, je le fais. Je vois quelqu'un en réunion, je fais, voilà, il écoute pas. Et après, Il je me dis, abuse. tu sais, je dois penser à mes propres vidéos. Bah non, il est en train de prendre des notes. Ah oui, après, tu regardes, il joue à Candy Crush. Tu dis, OK, il joue. Mais c'est ces petits trucs dont moi aussi, je suis pas parfaite. Moi aussi, je fais des erreurs. Ouais, et donc ça, là, ça peut m'aide. permettre de mettre en conscience, en fait. Ouais. Sur le management, alors moi, je suis convaincue que l'humour est une compétence managériale. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ou pas? Faut que ce soit bien fait parce que quand tu dois recadrer quelqu'un, Ah oui, alors peut-être pas dans tous les contextes et vois, dans toutes les circonstances. J'ai beaucoup d'humour, tu sais, tu es viré. Non. tu vois, ça par exemple, je suis pas sûre. Ah, bon, tant pis. Avec une bonne vanne, je suis pas sûre que ça passe. Mais oui, je crois que l'humour est un bon vecteur. Après, il faut savoir les gens qui en face, la situation. En fait, il faut beaucoup d'empathie, je pense, pour arriver à manier l'humour correctement. Parce que si la personne en face est vexée, continuer l'humour, c'est plus l'humour, c'est de l'humiliation. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et certains managers vont dire, sous couvert d'humour, ça va, je rigole, on peut plus rien dire et tout. Mais en fait, si la personne en face, elle est vexée, elle n'est pas sensible à cet humour. Donc, soit plus drôle ou arrête de faire des blagues. En fait, il y a pas de... Tu comprends pas l'humour. Bah non, mais si ça la vexe, si ça la touche, si ça la blesse, bien sûr. Chacun son c'est ressenti. Plus de l'humour, c'est la limite qu'on peut mettre. Alors c'est vrai que moi, quand je dis que c'est une compétence managériale, tu sais, c'est simplement que j'ai toujours vu tout au long de mon parcours, en fait, que l'humour, la légèreté permettait parfois de faire passer, tu vois, des sujets un peu sensibles plus facilement. Tu vois, par exemple, dans mes conférences, je mets toujours pas mal d'ingrédients humoristiques parce que finalement, je traite des sujets qui sont quand même des sujets pas toujours faciles à traiter. Et donc, ça, tu vois, ça va permettre en fait d'alléger, de dédramatiser un certain nombre de choses. Après, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut vraiment rire de tout et jusqu'où on peut aller? J'ai un exemple qui me vient en tête. Tu vois, moi tu sais, je m'implique beaucoup sur l'inclusion des seniors, donc justement des plus de 45-50 ans dans l'entreprise. Et je parle souvent, d'ailleurs, dans mes conférences, du vocabulaire. De la manière dont des éléments de langage, finalement, de la manière dont on utilise les mots. Finalement, les mots, ça peut être facteur de cohésion ou de division. Et c'est vrai que, tu vois, toutes ces expressions liées à l'âge peuvent être très dangereuses, en fait. Donc, ça peut être, comme tu disais, sous couvert d'humour, OK, boomer, non, mais t'as vu ta tête, papy, tu vois, ou même dans l'autre sens, mais toi qui es jeune, tiens, viens donc réparer mon écran de PC. Parce que tu vois, c'est la manière dont, finalement, on va utiliser le vocabulaire aussi qui peut jouer. Donc, j'imagine aussi que dans l'humour, y a ça aussi. Il y a quels mots on va utiliser, comment on va les mettre en avant. Est-ce qu'il y a des sujets, toi, que tu refuses de tourner en dérision? Ou est-ce que tu te dis que tu peux rire de tout? J'ai pas refusé de tourner en dérision certains sujets, juste je vais m'entourer de personnes concernées par la problématique. D'accord. Par exemple, le sujet du handicap, c'est quelque chose, moi, en tant que personne valide, j'ai rien à dire. Je connais pas la souffrance que ça peut être au quotidien. Peut-être souffrance, c'est pas le bon mot, mais les difficultés. Donc, si je fais une vidéo sur le sujet, c'est avec une personne qui est concernée et on va avoir pas mal de calls avant pour que je sois éduquée sur le sujet et qu'on s'assure, parce que même la personne qui est concernée par le handicap, c'est une situation parmi... Il y en a plein. Bien sûr. Tu vois, j'ai appris à pas mettre les gens dans des cases. Oui, bravo. Et même la personne, elle va me dire, oui, mais moi je te raconte, mais c'est mon cas. C'est mon cas de handicap. La même personne avec le même handicap, elle vit peut-être pas la même chose. Mais comment on fait? C'est beaucoup trop compliqué. Et en fait, c'est une réalité. Donc, il y a des sujets que je vais traiter avec une personne concernée. D'accord. Avec une association peut-être, avec une communauté qui va m'expliquer tout ce qui est sujet sur la neurodivergence aussi. C'est quelque chose... on ne connaît pas beaucoup, c'est assez facile pour les humoristes de faire beaucoup de vannes sur ça, moi comprise. Et ça m'a aidé de me rapprocher de certaines personnes concernées pour, genre, mais en fait, expliquez-moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi l'autisme. Okay, expliquez-moi la dyslexie, expliquez-moi le TDAH. Genre, je veux comprendre parce que je ne suis pas concernée, donc expliquez-moi. Et c'est hyper enrichissant pour moi. Et ensuite, je vois s'il y a une vidéo humoristique qui sort.
Mais je peux ajuster la subtilité pour... Oui, Encore une fois, mon but, c'est pas de faire du mal aux gens. oui, bien sûr. C'est ça ça va te permettre d'ajuster jusqu'où tu peux aller, en fait, comment tu peux tourner, entre guillemets, Mais en dérision ce sujet-là, en prenant tel angle ou tel angle, en fonction de ce avec que les tu auras personnes appris, avec concernées, les personnes directement concernées, ouais. en prenant en considération finalement leur singularité Leur et leur ressenti, ressenti. l'empathie, voilà. M'assurer que s'il y a une vanne que je trouve excellente et ils me disent Mm. non, ça risque de faire mal, la Mm, vanne, elle part au cimetière des vannes. mm. Et est-ce que tu penses, puisqu'on parle humour au travail, est-ce que tu penses que l'humour, on peut l'utiliser aussi pour accompagner des transformations, tu vois, pour être levier de changement, pour être moteur de changement? On sait qu'aujourd'hui, on a besoin de piloter énormément de transformations en même temps dans nos entreprises. C'est pas simple. Bah, pour les managers, on en parlait tout à l'heure, mais finalement, pour tout le monde, hein, il faut être au four et au moulin, hein, entre l'IA, transition environnementale, la transition démographique, les évolutions du rapport au travail. Enfin, tu vois, il se passe plein de choses. On est en train de complètement bousculer notre façon de travailler, hein, et notre vision, nos besoins aussi au travail. Est-ce que tu penses que l'humour peut avoir un certain rôle à jouer finalement pour accompagner toutes ces transformations? Je pense que ça dépend beaucoup comment c'est fait, mais oui, Ouais. apporter de la légèreté comme tu fais dans les Mm. présentations ou pour expliquer des choses ou pour dire bon bah les gars encore un changement. Oui, je sais, on a encore changé lundi, bah on rechange encore. Ouais. Plus pour montrer une certaine cohésion dans Oui. on est tous sur le même bateau. Mm. Mais certaines transformations ne peuvent pas être encore une fois les licenciements, les Bien restructurations, sûr. quand il y a des conséquences comme ça. Moi, j'irai pas Oui. sur ce. Mm. Non, là, c'est de l'empathie, c'est de l'humain, c'est du soutien, Mhm. c'est. Bien sûr. C'est peut-être la limite aussi, pour le coup, de l'humour au travail. C'est de ne pas aller jusqu'à rire des situations difficiles humainement. C'est ça, Une des hein? règles en humour qu'on nous apprend, c'est le sujet, la cible de ta vanne, c'est toujours quelqu'un de plus gros que toi. Tu D'accord. t'attaques pas aux plus petits, tu t'attaques D'accord. pas aux plus vulnérables. Ah, c'est très intéressant comme Tu fais approche. pas ça. Il y en a des humoristes qui font Qui ça. font, oui. Mais la règle, c'est attaque-toi au plus gros que toi, attaque-toi au gouvernement, attaque-toi à une structure, attaque-toi à une entreprise. Mais ne va pas attaquer une assistante, va pas Une attaquer personne qui peut être en situation de vulnérabilité, voilà, de quelqu'un qui vient de se fragilité. faire virer, va pas attaquer des minorités, des groupes plus petits. Mhm. Non. Ça, c'est une des D'accord. règles en humour, je pense qu'il faut D'accord. respecter. Et qu'on peut peut-être imaginer finalement décliner au travail, dans des relations, hein, dans un collectif de travail, d'avoir cette capacité à rire ensemble. Parce que ce que je racontais dans l'introduction de notre rencontre, hein, c'est cette anecdote, hein, que j'ai eue il y a quelques jours maintenant, de 2 ou 3 semaines. Hein, j'animais un atelier pour accompagner une nouvelle équipe, en fait, avec beaucoup de nouveaux collaborateurs qui étaient en train de se construire. Et c'est vrai que je leur ai proposé de réfléchir sur de quel collectif ils avaient envie, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire ensemble. Et donc, il y a vraiment eu ce sujet de l'humour et du rire, en fait, au travail qui est sorti, avec une jeune collaboratrice qui venait d'arriver, qui a dit « Ah non, mais il faut qu'on rigole parce que c'est super important pour être bien ensemble, etc. » Et donc, toi, il y a peut-être aussi ce volet de la convivialité derrière l'humour. Je ne sais pas si ça te Bien sûr, résonne, en fait, hein, ce évidemment. volet du rire, en fait, qui peut être, pour le coup, un levier, je ne sais pas, de cohésion, d'envie d'être ensemble, de faire ensemble. Oui, exactement. Mais encore une fois, il faut beaucoup de délicatesse parce Oui. que voilà, il y a quand même 2-3 règles à respecter en humour. Sinon, voilà, le yoga du rire, c'est bien, ça touche personne, tout le monde rigole. Ah oui, ah oui, ça c'est vrai. Oui, je ne pense pas avoir fait ça dans le passé avec mes équipes, mais yoga du rire. Ah, ça se passe comment ça? Tu connais bien? Alors, j'en ai Ouais, pas fait, mais j'en ai vu passer sur les réseaux et voilà, Ça a l'air très en bien. fait, le fou rire est contagieux. On Donc, rit. si là, je me mets Ouais. à avoir un fou rire, tu vas l'avoir aussi. Vas-y un peu. Ouais, potentiellement, Maxime riez aussi va avoir un fou rire. En principe, c'est contagieux. Ouais. Ok. Ouais. Bon, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. N'hésitez pas à rire et vous allez faire rire autour de vous. Sauf dans le métro. Sauf alors dans le métro, moi j'ai un truc si, quand même. il y a une vidéo, moi tu l'as vu passer? Oui. Ah bah Ouais. ouais. Et moi j'ai un truc que je fais. D'ailleurs, je crois que je l'avais même mis dans mon bouquin. Moi, dans le métro parisien, qui est particulièrement morose, je souris énormément. Alors, je vais pas jusqu'à rire. Faudrait que je teste. Mais en fait, moi, je sais que je me suis fait c'est obligatoire chez moi parce qu'en fait, quand je prends le métro, hein, comme je vais plus travailler au bureau tous les jours aujourd'hui avec mon nouveau métier, j'ai plus les heures de pointe tous les jours. Donc, ça m'arrive régulièrement quand je vais animer un atelier, donner une conférence. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, la gueule qu'ils font tous, c'est épouvantable. Ils sont tous tellement tristes, ces gens dans le métro. Et ben, tu souris. Et tu es agréablement surpris. Tu peux le faire, tu vas voir, c'est incroyable.
tout le monde te regarde, elle a toujours un petit moment quand même, genre qu'est-ce qu'elle me veut, je la connais celle-là, et les gens te sourient. Et les gens se détendent et ils se détachent de leur écran. Et puis, tu as plein de gens qui te sourient autour de toi et ça illumine la journée. Et ouais, toi, c'est devenu un peu mon petit truc quand je J'adore. prends le bus ou le métro, en fait, à Paris. C'est toujours, voilà, d'aller pousser le sourire. Et c'est vrai que c'est comme le rire, c'est contagieux, en fait. Et même si toi, tu commences à sourire, bah après, tu souris naturellement, tu as envie de continuer, tu vois. Et en fait, tout autour de toi, tout le monde sourit. Bah ça, je vous le conseille à tous parce que vraiment, ça fait du bien. Déjà, ça éclaire ma propre journée et j'espère éclairer un peu la journée aussi, tu vois, des voisins Ouais. de voitures, de train ou de métro. Il y a un petit sujet aussi encore que je voulais aborder avec toi avant qu'on termine sur le rapport au travail, parce que comme on travaille toutes les deux beaucoup sur ces sujets des générations, alors différemment, mais qu'est-ce qui te frappe toi le plus dans les évolutions du rapport au travail telles que tu peux les voir aujourd'hui avec tes clients ou quand tu échanges avec ta communauté? Sur l'évolution du monde du travail. Ouais, sur l'évolution du rapport, de la relation en fait que nous avons en tant que salariés au travail. Est-ce que tu vois des choses qui bougent, tu vois, depuis quelques années par rapport à toi quand tu as commencé en entreprise? Tu vois, par exemple, on parle souvent des générations, des jeunes générations, pardon, de cette fameuse Gen Z qui serait très différente, etc. Est-ce que tu ressens des choses comme ça, tu vois, Oui, bien sûr. Mm. Et alors, c'est marrant, je les ressens plus en étant hors de Oui, l'entreprise, en ayant un peu plusieurs sons de cloche bien que sûr. dans l'entreprise Mhm. où finalement tu te rends pas forcément compte Mm. puisque c'est ton entreprise, c'est un Mm. certain cadre. Et là, j'ai une vision plus globale de tout ce qui se passe. D'accord. Et alors, oui, la génération Z, on en entend beaucoup parler, mais finalement, c'est une société qui change en fait. Voilà. La génération Z, juste, ils ouvrent leur gueule, donc on Ouais. les entend plus fort. Ouais, c'est Parce que nous, chut, on n'a rien dit parce qu'on voulait garder notre CDI, mais ils s'en foutent du CDI parce qu'ils n'en Ouais. veulent pas forcément. Et donc il y a plein de choses où je me dis, mais en fait, c'est pas que la génération Z, là, c'est juste, Ouais. voilà, c'est juste la libération de la parole avec les réseaux sociaux et tout ça. Mais pour parler aussi beaucoup avec les seniors, Oui. les gens plus expérimentés, bah, aussi, ils ont des changements de carrière, ils sont à 6, 7 Bien sûr. emplois différents, reconversions différentes, ils ont 55 ans, ils sont là, bon, c'est quoi ma prochaine reconversion? Genre, ça s'arrête pas, en fait. Mm. Donc, c'est une société qui évolue, Ouais. c'est une société qui veut plus de bien-être, Mm. qui veut être plus heureux au travail, qui dit non au management toxique Mm. et aux abus en entreprise, alors que pendant des années, bah, ils étaient toujours là, c'est juste que Ouais. moins de gens disaient quelque chose, s'ils n'étaient pas contents, la porte, elle est là-bas. Et maintenant, ils vont plus l'ouvrir. Ouais. Donc, ouais, ça choque énormément. Mais les entreprises aussi doivent évoluer parce que la société, elle évolue. Mm. Et oui, c'est la génération Z qui parle, mais nous, les millénials, on est bien contents qu'ils parlent. Et les Gen X et Baby Boomers, ils sont en train d'être encore pires que les Gen Z, en fait. Ouais, ouais. Alors, on se rejoint complètement, hein. En fait, moi, c'est aussi ce que je vois partout où je vais, hein, dans les entreprises dans lesquelles je travaille sur ces sujets des dynamiques intergénérationnelles. Effectivement, une Gen Z qui est un peu, j'appelle ça caisse de résonance, porte-voix, en fait, d'évolution du rapport au travail, de la relation au travail qui sont transgénérationnelles. Et effectivement, énormément de points communs entre les plus jeunes et les seniors, Ouais. de plus en plus. Même si les seniors, nous, on n'a pas été élevés avec les réseaux sociaux, hein, donc on a parfois plus de difficultés, effectivement, à prendre la parole, à s'exprimer, à oser donner nos exigences, nos attentes, nos besoins à nos managers, à notre hiérarchie dans notre entreprise. Mais en tout cas, effectivement, de plus en plus de seniors aussi qui prennent leur liberté, qui entreprennent très tardivement, chercher l'erreur, comme moi par exemple, hein, j'ai quand même lâché le salariat à 57 ans, tu vois, donc c'est quand même pas hyper jeune pour se lancer et devenir jeune entrepreneur. Et j'en ai plein autour de moi aussi qui font ça, des gens qui quittent les grandes entreprises parce qu'ils ont envie de s'épanouir, parce qu'ils en ont marre des process, parce qu'ils ont envie aussi de faire des choses qui ont du sens pour eux. Et clairement, aujourd'hui, c'est pas que la Gen Z qui cherche du C'est les sens. mêmes valeurs, en fait. Hein, voilà, on retrouve les besoins. Voilà, j'explique souvent dans les entreprises où je vais que on a les mêmes besoins fondamentaux au travail, hein, le besoin de sens, de reconnaissance, de se développer, de grandir. En réalité, il est tout au long de la vie et on l'exprime plus qu'avant. Hein, je pense C'est qu'il y a ça, aussi c'est ça. Et c'est exactement vrai ça. que pour moi, tu vois, quelqu'un comme toi, en fait, tu apportes cette contribution aussi légère et humoristique, mais profonde et importante à ces évolutions-là, à accompagner ces évolutions-là, en fait, aussi dans les entreprises. Et voilà, je pense que toutes les deux, chacune de notre manière et à notre, à notre niveau de contribution, on a un peu ce message-là, en tout cas cette mission à porter, en fait, aujourd'hui dans les boîtes de
Parce que les entreprises, bien sûr, ont plus de mal à évoluer. Hein. Ce sont des écosystèmes, c'est lourd, une organisation. En même temps, ils n'ont pas le choix. Hein. Et voilà. Et effectivement, aujourd'hui, souvent, elles ne bougent pas assez vite par rapport à ce qui se passe. Je ne sais pas si tu as vu le dernier rapport de l'IGAS sur le management à la française, qui est assez édifiant, en fait, hein, qui montre qu'en Europe, en France, on est encore plus en retard que dans les autres pays d'Europe sur les modalités de management, la culture managériale, tu vois, toujours très hiérarchique, verticale, contrôlante. Voilà, dans une époque où c'est terminé le contrôle. Hein. Je crois que c'est notre héritage historique qui fait Oui, qu'on est comme ça. il y a beaucoup, effectivement, on peut retrouver dans l'histoire même du pays, hein, pas que dans l'histoire de l'entreprise, on peut retrouver effectivement un certain nombre de racines à ça. Si tu devais inventer une entreprise idéale, elle ressemblerait à quoi aujourd'hui ? Pour nos alphas, tiens, pour revenir à nos cases générationnelles, les alphas et les bêtas, hein, même, je ne sais pas si tu as vu, hein, depuis 2025, les bébés qui sont arrivés, ils ont déjà leur case, hein, qui s'appelle les bêtas, hein, les pauvres, ils sont mal barrés, puisque c'est censé être la première génération IA. Voilà, okay. Donc alors cela, j'ose même pas y penser, ça va être terrifiant. Mais alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, à ton avis, comme entreprise idéale pour toutes ces jeunes générations ? Tu parlais de bienveillance tout à l'heure. Oui, ça va être de la bienveillance, de l'écoute. Mais c'est pas incompatible avec savoir poser un cadre, savoir donner des objectifs. Ouais, souvent, on a tendance à opposer. Tu vois, sur les réseaux sociaux, on a des vidéos assez courtes. On peut pas creuser dans toutes les nuances qu'on aimerait. Sûr, on généralise. Hein, c'est un peu la grosse difficulté d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est l'avantage des podcasts ou des livres où on peut développer un petit peu plus les idées et de. En fait, les gens ont besoin de se sentir écoutés, compris, valorisés. Il y en a qui ont plus besoin de reconnaissance que d'autres, mais je pense que si les gens sont pas heureux, ils vont partir. Et en fait, même si ils sont heureux, ils vont aussi partir. Puisqu'il y a besoin d'aller voir d'autres entreprises, il y a besoin de construire sa carrière, il y a besoin d'avoir d'autres expériences. Donc peut-être qu'un jour, machin est en marketing, et puis après, elle sera moniteur de plongée, et puis après, elle sera prof de yoga, et puis après, elle ira élever des chèvres, et après, elle montera sa boîte et elle vendra des cosmétiques. Et après, en fait, la richesse d'un parcours, est-ce que c'est dans une seule entreprise ? Tu vois, je pense qu'il y a... Cette capacité de l'entreprise à accepter qu'aujourd'hui, peut-être la carrière 40 ans dans la même entreprise, c'est pas forcément l'objectif. Sachant que dans les grandes entreprises, on voit vraiment des gens qui font 40 ans de carrière dans le groupe, mais qui font 50 métiers différents, en fait. Hein, et par contre, c'est la force. C'est génial. Voilà. Et c'est vrai que, comme tu dis, quelqu'un qui est heureux, il va partir ou pas. Mais de toute façon, même s'il part pas, il est parti en réalité. S'il se désengage, finalement, le résultat est le même. Même s'il reste dans son poste, s'il est plus productif, plus engagé, parce qu'il est malheureux, ça changera pas grand-chose, en fait. Mais c'est vrai, parce que c'est une boîte pour laquelle j'ai bossé, ils encourageaient justement. Donc, tu étais au marketing, tu allais passer ensuite, pas au design, mais genre au développement, et puis ensuite, tu allais passer peut-être au RH, et tu faisais des mini-formations dans ton département. Puis il y en avait un, il voulait être instructeur de fitness. Ils lui ont dit, écoute, le soir, on te paye tes cours, ta formation d'instructeur. Donc, du coup, il était tout content parce que le soir et les week-ends, il donnait ses cours de body pump. Et ensuite, il revenait faire son marketing. Et puis ensuite, il a évolué 2 ans après dans le truc. Et puis après 2 ans, il a fait autre chose. Ensuite, il est revenu dans le marketing. Donc, finalement, il est toujours dans la même boîte. Mais il a eu plein de... Donc c'est aussi peut-être aussi ça l'avenir, peut-être ça aussi l'entreprise idéale, en fait. Hein. Moi, je dis parfois, je sais pas, ça résonne un peu, je dis parfois, l'équité, plus que l'égalité, hein, parce qu'en plus, quand on a autant de générations qui se côtoient maintenant avec l'allongement de la durée du travail, toi, quand on a 45 ans d'écart, les attentes précises sont quand même un petit peu différentes en fonction de ton parcours de vie. Donc, avoir de l'équité de traitement entre les personnes, ça me semble être aujourd'hui vraiment la priorité. Et puis, effectivement, cette flexibilité d'accompagner ces parcours de vie, ces étapes de vie, etc., de façon beaucoup plus ouverte peut-être et agile que par le passé, certainement. Et puis moi, tu vois, j'ai envie d'ajouter un troisième truc qui est ce travail qu'on a vraiment besoin de faire dans nos entreprises sur la confiance. Et j'en parlais encore ce matin avec un client. Tu sais, on entend souvent non, mais la confiance et la bienveillance, ça n'exclut pas le contrôle. Elvire adore dire ça. Ah oui, voilà. En fait, écoute, voilà, ça, moi je l'entends encore souvent chez des managers. Hein, et en réalité, je leur dis si, en fait. En fait, si tu fais confiance,
tu ne contrôles pas. Sinon, tu ne fais pas confiance. Hein. C'est vraiment, c'est ça, c'est la subsidiarité, un concept sur lequel je travaille beaucoup. En fait, la confiance, c'est vraiment le lâcher prise et l'acceptation du droit à l'erreur, hein, ce que j'appelle le devoir à l'erreur, etc. Et pour moi, l'entreprise, tu vois, idéale, il me semble, elle a besoin aussi d'évoluer vers ça, hein, vers cette responsabilisation aussi et cette autonomie, cette confiance vraiment à accorder. Et là, pour le coup, on a un peu de boulot, me semble-t-il encore, c'est pas facile. dans nos entreprises et pour nos managers. Et oui, je sais, c'est très difficile aussi à faire. Bien, écoute, j'ai envie de te demander un tout petit peu d'impertinence, peut-être si tu en es d'accord pour terminer notre échange. J'avais 2 questions encore à te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a une vérité sur le travail que tu aimerais qu'on entende davantage, que tu trouves encore un peu tabou, tu vois, et qu'on peut mettre sur la table, ne serait-ce que dans ce podcast? Bon, on a compris que ton chat était une chatte. J'en ai déjà évoqué pas mal, mais encore une fois, je ne suis pas RH. Non, pas du tout. Oui, bien sûr. Mais soyez plus tendre avec vos RH. Les pauvres, il y en a vraiment d'exceptionnels. Et c'est pas facile pour elles. Voilà, plaidoyer pour nos RH. Vraiment. Je vous rappelle, pour elles et eux, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes RH. Il y en a aussi, exactement, oui. Mais genre, voilà. Et ce serait mon message, parce que pour échanger énormément avec elles, de la tendresse pour les RH. Pas toutes, ok? Faut pas exagérer. Ne les mettez pas toutes dans le même panier. Not all RH. Et peut-être une petite dernière, si tu devais faire une vidéo sur notre rencontre d'aujourd'hui, ce serait quoi peut-être le titre ou le thème de la vidéo? Ouais, un truc autour du fait qu'on a le même message, mais pas les mêmes parcours. Et nos différences au service d'un même message. Genre, en fait, on est 2 justicières avec un message à faire passer. Ouais, je veux bien. La vieille et la jeune. Quelque chose. T'as écrit un livre sur les chocs des générations, n'existe pas. Exactement. Oui, ça n'enlève pas mes années. Alors, c'est vrai que mon âge ressenti subjectif est très, très bas. Ça, je reconnais. Et comme tu l'as dit dans une des vidéos qu'on a faites ensemble, vous aussi, un jour, vous aurez plus de 30 ans. Oui, exactement. En fait, et 40 et 50 et même 60, les gars. Préparer l'après, on va tous vers là. Hein. Même la génération Z et tout. En fait, au bout d'un moment, on sera tous dans les parties expérimentées. Donc, commencer à mieux gérer les stéréotypes sur les... J'aime pas le mot senior. Il te dérange pas, toi, ce mot senior? Alors non, moi, je fais partie des gens... Alors, c'est un choix. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas peur des mots. Je dis toujours, en fait, pour moi, la seniorité, c'est extrêmement positif. Okay. La seniorité, c'est de l'expérience, c'est du vécu. Le problème, c'est ce qu'on met derrière le mot. Quand tu vois les anglo-saxons, senior, c'est vachement bien. Puis pourquoi, je dis toujours, pourquoi tu es vachement fier à 30 ans de devenir chef de projet senior ou consultant senior, et à 50 ou 60 balais, c'est dramatique d'être senior. Tu vois, c'est ça qui m'embête un peu sur ce côté sémantique, il faut changer le mot, etc. Donc c'est vrai que, et pour ajouter à ce que tu disais, moi j'avais envie de vous dire, et en plus je vais vous dire, c'est une chance de devenir senior en réalité. Et c'est assez rassurant, pour une raison très simple, hein. C'est que ça veut dire que vous êtes en vie, vous êtes vivant. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. On a la chance, parfois, malheureusement, on perd des proches jeunes et on se dit qu'on a la chance d'être là tous les jours et de profiter tous les jours. Donc, c'est vrai que la vie, finalement, elle est à manger, à croquer à pleines dents, quelles que soient les années. Écoute, merci beaucoup. Merci, Adeline. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu as envie de partager? C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, c'est vraiment cette idée d'arrêter avec les stéréotypes. Genre, est-ce qu'on peut vieillir tranquille, mince, il y a un moment, c'est bon, quoi. Fichez-nous la paix. Moi, je les aime, Méride. Arrêtez de faire du botox, c'est des injonctions, genre... pourquoi on peut pas être content de... T'as ton histoire qui est sur ton visage, t'as ton histoire qui est dans tes cheveux blancs, t'as ton histoire qui est dans ton corps, t'as vécu, t'as des rides... parce que t'as ri, parce que t'as vécu, parce que t'as été triste, parce que t'as vécu des émotions. On peut arrêter de tous figer comme ça et de rechercher ça. On peut être à l'aise avec... La vie, elle est là, elle est écrite, on est un peu des livres et on arrive tous vers là. Donc voilà, ce serait génial qu'on nous arrête de culpabiliser avec ce chemin que finalement, on peut rien faire contre. C'est difficile en tout cas. Donc autant changer les choses. Moi, ça, c'est vraiment un truc, ça me ferait plaisir d'avoir.
Merci beaucoup, Adeline. Merci. Merci. Je suis trop contente, encore une fois, d'avoir pu t'accueillir aujourd'hui. Conversation, vous l'avez vu, passionnante et impertinente à la fois, bien sûr. Bon, je vous rappelle qu'au-delà de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, le rire, en plus, eh bien, c'est excellent pour la santé et pour la longévité. Alors, faites comme moi, riez, riez, riez. Et si vous êtes bien sûr curieux ou convaincu de l'intérêt à mettre de l'humour dans vos enjeux RH et managériaux, eh bien, n'hésitez pas à venir à ma rencontre ou à celle d'Adeline. Vous savez où nous trouver toutes les deux. Merci d'écouter L'Impertinente, le podcast qui change le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois. Si vous avez aimé, eh bien, parlez-en, partagez, dites-le moi aussi et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt.